tous nos bons voeux à tous ceux qui nous écoutent à l'instant. Et nous sommes contents vraiment de vous accueillir pour cette nouvelle année 2025 en inaugurant les agro-webinaires du mardi, Voyage au cœur du vivant par l'arbre dans les territoires. Donc, pour ce voyage de ce jour, nous avons invité André-Jean Guérin, qui se présentera tout à l'heure, mais pour rappeler l'importance de l'arbre dans nos écosystèmes, comment l'arbre pour notre planète est réellement c'est-à-dire un des poumons, et nous le montrera, comment l'arbre dans nos écosystèmes est important. C'est avec l'ACTA, avec l'Alliance Agrinium et l'Académie d'agriculture française que nous vous accueillons pour ce nouvel épisode, cette première séquence de la série L'arbre dans les territoires. Et voilà, donc André-Jean dira pourquoi il a traité l'arbre dans les territoires, comment il a l'importance de l'arbre. Et vous verrez qu'avec un parcours très riche, il saura vous montrer cette connaissance qu'il a de l'importance de l'arbre dans les territoires. André-Jean aura sa parole, mais vous aurez aussi votre parole. Vous pouvez utiliser le chat comme on dit, mais en ce moment, ce sera des réflexions, des informations. Mais surtout, si vous voulez vraiment participer aux questions et bien sûr vos réponses qui vous seront données, vous avez le Q et R. C'est sur ce Q et R qu'on vous répondra. Et je suis accompagné d'ailleurs de Damien qui nous a rejoint à l'Académie pour recenser, regrouper les questions. Donc, merci à vous. Et encore une fois, très belle année à vous. André-Jean Guérin, à vous la parole. Bonjour, bonjour Constant, bonjour Damien. Et tout d'abord, je partage évidemment mes bons voeux pour chacun de celles et de ceux qui nous regardent à distance. Je vous présente, comme tu le souhaites, Constant, et je te demande, Constant, de veiller à ce que je tienne les horaires parce que je ne suis pas forcément très habitué à rester dans une horloge précise. Donc voilà, tu m'avertiras si je suis par exemple un peu long. Pas de souci, je suis bien sûr le gardien du temps, et toi tu es là à nous parler de l'espace. Merci. Deuxièmement, j'ai préparé une présentation que je vais évidemment vous détailler. Je sauterai parfois un certain nombre de points, mais elle sera disponible, je crois. Oui, donc, le diaporama voilà. sera sur les sites des trois partenaires que sont l'ACTA, Agrinium et l'Académie d'agriculture. Donc, ne m'envoyez pas si parfois je suis un peu élude, un petit peu, un peu rapide. Voilà. Alors, il faut que je me présente. Eh bien, on va le faire tout de suite. Et donc, je suis un retraité et vous allez voir que ce n'est pas sans liaison avec ce dont je vais vous parler. J'ai travaillé au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, dans des ONG, dans des établissements publics extérieurs à l'administration. Et par ailleurs, aujourd'hui, toujours membre de l'Académie d'agriculture de France et engagé dans un certain nombre d'organisations non gouvernementales, dont A Tree for You, qui est une association dont je vous parlerai et qui contribue, sur laquelle je m'appuierai, et qui contribue à l'objectif de planter davantage d'arbres, voilà, et de collecter des contributions pour cela. Donc, je vous parlerai de trois choses. Des forêts, des arbres et des hommes, c'est le livre que je vous présente là, le livre dont a dit un mot Constant. Et je me permettrai de m'appesantir sur une des raisons que beaucoup doivent connaître, mais qui mérite qu'on insiste, de planter des arbres, de planter davantage d'arbres, qui est celle du réchauffement climatique. Et puis, pour le faire dès à présent, à son échelle, eh ben, c'est là que j'en profiterai pour faire la promotion de l'association A Tree for You. Alors, il faut changer de diapositive. Voilà qui est fait. Donc, vous retrouvez
la page de couverture du livre Des forêts, des arbres et des hommes, qui est d'ores et déjà en librairie depuis le 19 septembre. Et la question d'âge, je vous disais, avec mon co-auteur, Paul Matisse, nous sommes deux retraités déjà depuis un certain temps. On s'est dit cependant, pour parler de l'histoire des forêts, des arbres, il nous faut des gens d'expérience. Et finalement, on a choisi d'aider Pando à prendre la parole. Pando, vous allez le voir, c'est un arbre qui a, lui, une grande expérience, puisque est donné comme ayant plus de 80 000 ans. Le commentaire que vous trouvez en haut à gauche, ce petit ouvrage a le mérite d'éclairer sous différents angles de façon posée et sans excuser la complexité de la question forestière, n'est pas de moi, pas plus que celui que vous avez à la fin de la présentation de sommaire. Il s'agit d'un commentaire de Jean-Paul Lanly, qui est un forestier qui a œuvré en France, mais peut-être encore davantage à l'international, et qui fait partie de la section des forêts de l'Académie d'agriculture de France. Il a bien voulu faire une présentation de l'ouvrage et, ma foi, il a réservé quelques phrases plutôt plaisantes et élogieuses. Je vous laisse les lire. Alors, Voilà. pour ceux qui liront l'ouvrage, vous verrez que effectivement, Pando, ben, c'est cet arbre, mais tu as dit 88 000 ans, 80 000 ans. 80 000 ans, mais c'est l'origine, c'est pas l'arbre lui-même. Le plus vieil arbre, c'est pas 5 000 ans? Ça se débat. Qu'est-ce que c'est D'accord. qu'un arbre? En l'occurrence, l'organisme génétiquement homogène, celui qui partage ses gènes et qui a donné, vous voyez à droite la photo, toute la tache verte qui est en fond d'écran derrière le lac, le Fish Lake, c'est un seul organisme qui est une colonie arbustive de peupliers trembles qui partagent le même patrimoine génétique. C'est ça qu'on appelle pando, pour analogie avec pandémie, donc il se développe dans tous les sens. C'est un arbre qui se multiplie par voie végétative, drageonne, et aujourd'hui, il couvre 43 hectares quand même. Il a 47 000 troncs, donc il y a 47 000 arbres, en quelque sorte, qui partagent le même patrimoine génétique. 6 000 tonnes et donné pour 80 000 ans. On ne peut pas le chiffrer de façon précise comme pour les arbres avec les cernes des bois, parce que chaque tige, chaque arbre a beaucoup moins, c'est 100 à 150 ans. Voilà. Et ce qui était intéressant à dire dès le début, et que rappelle mon co-auteur Paul Matisse, c'est que avec les plantes, avec les champignons, avec les animaux qui sont en bout de développement de l'arbre généalogique des eucaryotes, on partage beaucoup de gènes, et d'ailleurs avec le reste du vivant également. 25% des gènes qui contrôlent notamment la manière de gérer l'énergie, de reproduire l'ADN ou de fabriquer les protéines. Donc, on est dans le même ensemble du vivant avec Pando. Et le livre, évidemment, qui veut présenter les arbres et les forêts, précise un petit peu comment fonctionnent notamment les arbres, avec la centrale énergétique que sont les feuilles, capables de transformer une partie du rayonnement solaire en énergie chimique, c'est-à-dire en sucre, ensuite alimente l'ensemble des autres organes et la respiration de l'arbre. Ce sont des courbes que vous avez certainement vues, en tout cas la première. Les deux ont été établies avec l'aide du National Oceanic Atmospheric Administration, le NOAA américain. Donc, la courbe de gauche relate les évolutions de la concentration en dioxyde de carbone, en CO2 dans l'atmosphère, et la courbe de droite fait une focalisation récente sur ces observations. Et que voit-on sur la courbe de droite? C'est celle qui est la plus intéressante, c'est qu'il y a une oscillation autour de l'évolution de long terme de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, il y a une oscillation. Et ça a surpris les scientifiques qui avaient mis l'accent sur la forme de cette courbe, jusqu'à la compréhension que
les périodes de baisse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère correspondent à partir de la fin du printemps et tout l'été, début de l'automne, de l'hémisphère nord, l'hémisphère austral. Tandis que les périodes d'augmentation sont au contraire pendant l'hiver. Et l'interprétation qui en a été donnée, c'est que la répartition continentale des hémisphères n'est pas identique. Il y a beaucoup plus de terres émergées dans le nord de la Terre que dans le sud. Et c'est l'action de la photosynthèse qui massivement permet une absorption du CO2 pendant les périodes les plus ensoleillées, là où il y a le plus d'énergie solaire à disposition. Et donc là, il y a eu une connexion directe entre l'effet aujourd'hui encore de la photosynthèse et de la végétation en particulier sur la composition de l'atmosphère. Cela a été confirmé avec les travaux du GIEC. Vous connaissez certainement le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui, dans son rapport tous les 5 ou 6 ans, dans son rapport numéro 5, son rapport d'évaluation, a donné une représentation schématique des échanges entre l'atmosphère et les différents compartiments, en tout cas les compartiments qui partagent le cycle court du carbone. Et on trouve là des quantités qui sont tout à fait substantielles, puisque c'est plus de 100 pétagrammes. Alors, pétagrammes, c'est des gigatonnes, des milliards de tonnes de carbone qui sont échangées dans la synthèse, par la photosynthèse quand il y a du soleil et dans le retour vers l'atmosphère par la respiration, que ce soit celle des plantes elles-mêmes ou que ce soit celle des micro-organismes ou des animaux. Donc voilà ce schéma qu'il faut avoir en tête et qui est important. Ceci étant, la photosynthèse, il y a longtemps qu'elle a commencé à œuvrer sur Terre et depuis 300 à 500 millions d'années, la végétation en général a accumulé des quantités colossales, fantastiques, de carbone fossile, charbon, pétrole, gaz naturel, gaz de schiste, etc. Et une estimation de cette quantité de combustible, en quelque sorte, qui est de l'ordre de 12 000 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, sous les formes que je vous ai indiquées, représentant 38 000 milliards de tonnes de CO2 qui ont été capturées et dont le carbone a été pris par la végétation. Ceci étant, 300 à 500 millions d'années, ça reste encore relativement petit par rapport à l'histoire de la Terre, et les stromatolites avaient commencé bien avant encore, il y a 3,5 milliards d'années, en fixant déjà du CO2, mais en le fixant à l'aide du calcium dans les puissants massifs calcaires que chacun peut connaître. Donc voilà une histoire de la Terre qui est aussi une histoire de la végétation, une histoire de la photosynthèse et une histoire de l'évolution des couches sédimentaires calcaires et après notamment combustibles fossiles, comme je viens de vous le dire. Et tout ça, c'est la biomasse, évidemment, ça passe par l'intermédiaire de la biomasse, et c'est ce dont je veux vous parler un petit peu plus, avec le besoin d'une définition un peu plus précise de ce qu'est la biomasse. Alors, il y en a au moins deux importantes. Une qui est utilisée par les géographes et les écologistes, qui est la matière vivante, c'est-à-dire vous, moi, les plantes qui sont éventuellement sur le balcon, les animaux, les chats de compagnie, etc., les oiseaux et tous les organismes vivants. Et puis, il y a une autre définition qui est utilisée souvent sans qu'on y pense et qui est en fait plutôt la production de matière morte de cette biomasse. Donc, c'est les grains de blé, c'est le bois comme sur ce camion, c'est une partie de l'humus qui se trouve dans les sols, etc.
Et donc, deux définitions qu'on utilisera indifféremment dans cette présentation, mais qui ne recouvrent pas exactement la même chose. Et un des enjeux, c'est de passer de l'un à l'autre. Comment on passe des organismes vivants à des quantités d'énergie de la biomasse des organismes vivants ou bien de la production de la biomasse. Comme l'eau est le principal constituant de la matière vivante, mais que la teneur en eau des différents organismes est extrêmement variée, eh bien, le choix a été fait de passer par la matière sèche. La matière sèche permet de faire un lien avec l'énergie, puisqu'en gros, un kilo de matière sèche, en gros, contient 1 mégajoule d'énergie si on l'utilise, par exemple, comme carburant. Je mets les équivalents en kilowattheure et en kilos d'équivalent pétrole. Donc, 1 kilo de matière sèche, c'est un peu moins d'un demi-kilo d'équivalent pétrole. Et on le voit à l'échelle mondiale, ce n'est pas négligeable, puisque la quantité de matière organique, c'est de l'ordre de 200, un peu plus de 200 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Alors, je passe également, je vous donne le chiffre également en hexajoules, c'est-à-dire en 10 puissance 18 joules, qui est la notation en unité internationale. Alors, comment elle se répartit, cette biomasse? Eh bien, j'ai fait appel aux informations qui sont sur le site de la Fondation pour la recherche en biodiversité et qui rappellent que cette biomasse constituée de à peu près 550 milliards de tonnes de carbone, sachant qu'il y a à peu près la moitié de poids de carbone dans un poids de matière sèche. Ce sont les plantes qui, à elles seules, représentent 450 milliards de tonnes de carbone. Vous voyez, c'est beaucoup plus que la biomasse marine, qui ne fait que 6. Et dans ces plantes, on a à peu près 150 milliards de tonnes pour les parties actives que sont les racines et les feuilles. Ça veut dire qu'il y a 300 milliards de tonnes dans les troncs. Vous voyez tout de suite l'intérêt pour les arbres dans cette affaire-là. Je vous laisserai découvrir les schémas qui sont à droite et qui sont de toute façon issus du site que je vous citais, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Dans cette production de biomasse, qui est de l'ordre je vous le disais, 200 milliards de tonnes d'équivalent pétrole par an, on a la moitié qui va être consommée par les organismes végétaux pour leur propre métabolisme, mais il va y en avoir encore la moitié, c'est-à-dire un peu plus de 100 milliards de tonnes par an, qui vont être données en quelque sorte aux écosystèmes auxquels ces plantes et ces végétaux collaborent. Et c'est une nourriture qui est appréciée par exemple, les champignons, l'ensemble des micro-organismes du sol, les petits animaux qui y vivent dans le sol, et puis tous les autres qui boulottent, dont les humains, qui boulottent des végétaux ou bien des animaux qui eux-mêmes ont été des herbivores ou sont des herbivores. Ce qui donne à manger à beaucoup de monde et à de grandes quantités. Ceci étant, cette capture et cette séquestration de carbone et d'énergie par les plantes ne se fait qu'avec un rendement qui est faible, hein, puisque le rendement global de la photosynthèse est de moins de entre 1 et 2 pour 1000 à peu près de l'énergie reçue du Soleil sur la Terre. Alors, peut-être inutile de rappeler tout ce que les humains tirent de la végétation et des arbres en particulier, a commencé depuis plus de 400 000 ans par le feu, bien sûr, par des fruits, les chasseurs-cueilleurs, ils se nourrissaient évidemment dans les prairies et dans les forêts, mais c'est aussi des outils, hein, des armes, des pointes acérées par du feu, justement. C'est des œuvres d'art. Depuis longtemps, on a retrouvé
des œuvres d'art fabriquées en bois à toutes les époques de la préhistoire. C'est très tôt des constructions pour se protéger. C'était évidemment de quoi se protéger dans les grottes, ne serait-ce qu'en faisant du feu à l'entrée. C'est de plus en plus des constructions des constructions d'habitation, c'est des constructions pour naviguer, et c'est de tout temps, aujourd'hui encore, de l'agrément et des distractions dans les forêts. C'est aussi du spirituel, hein, dans les forêts. Les Gaulois en étaient notamment les, euh, les porteurs. Je vous ai mis là un tableau que Jean-Pierre Texier et moi-même avons refait à partir des travaux universitaires du nord de l'Europe sur les flux de biomasse qui sont collectés et utilisés par les humains à l'échelle globale, donc du monde. Vous avez les chiffres qui sont dans les petits pavés, sont exprimés en millions de tonnes d'équivalent pétrole ou bien, entre guillemets, en hexagiles. Et vous voyez qu'en première approximation, selon ces chiffres, mais ils sont très discutables et discutés, la collecte par l'humanité, ça a représenté 5 à 10% de la production primaire nette mondiale de la végétation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin? Ce n'est pas sûr, mais en tout cas, c'était l'ordre de grandeur à ce moment-là. Les approches du GIEC sont assez différentes, puisqu'elles considèrent que c'est quasiment un tiers et même plus de la production primaire qui est perturbée. Alors, ça n'a pas le même sens du tout, hein, mais qui est perturbée par les activités humaines. Les questions, alors cette utilisation par les humains a commencé par des dégradations que sont les feux mis en place volontairement ou non volontairement par les humains pour défricher, par exemple, pose des questions de déforestation qui ne sont pas nouvelles. Et déjà dans l'Antiquité, Platon et Pline avaient souligné et écrit les préoccupations qui pouvaient résulter d'une disparition des couverts forestiers, notamment sur les montagnes. Et on a pu le constater beaucoup plus récemment en France, pour prendre des exemples concrets qui ont été bien documentés, dans des montagnes méditerranéennes, à l'Égual ou bien en Provence. Alors, ceci a conduit, et depuis longtemps, encore une fois, dès l'Antiquité, il y avait des préoccupations de gestion dans le long terme de la forêt, puisque évidemment, chacun avait pris conscience de la durée des arbres. Et plus récemment, en France, avec Colbert, avec les bois de marine, Venise pour les mêmes préoccupations, et puis un responsable en Saxe qui était responsable des mines dans des mondes métallifères, Hans Karlowitsch, ont formulé des recommandations pour une gestion à long terme des arbres et des peuplements forestiers. On peut même considérer que ce dernier, Karl Karlowitsch, avait intégré les préoccupations à la fois économiques, sociales, environnementales et politiques, et écrit un traité qui est peut-être un des précurseurs de la notion de développement durable. Alors voilà, quel est le sujet en quelque sorte, et on peut le résumer dans cette espèce de schéma dans lequel la question du carbone, qui est au cœur des réflexions sur le réchauffement climatique, puisque le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, CO2, est le premier des gaz à effet de serre. Ce n'est pas le seul, loin s'en faut, mais c'est le plus important dans ses effets sur le réchauffement climatique. Et on voit bien que la biomasse est en relation avec justement ce carbone atmosphérique ou bien dans les autres compartiments par l'intermédiaire de la végétation, donc notamment des arbres qui peuvent constituer des puits de carbone et donc des puits pour réduire l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que cette question des puits de carbone, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, est une des difficultés que rencontre aujourd'hui le secrétariat général pour la planification écologique, qui a besoin de boucler
ces objectifs d'émissions de gaz à effet de serre à 2050 avec des puits qui malheureusement se réduisent, comme on va peut-être le revoir. Ceci étant, la tension, et je vais y revenir, sur les questions de place de la végétation conduisent à la prise en compte de ces préoccupations dans 3 des conventions qui ont fondé le développement durable et qui ont été signées à la suite ou pendant le sommet de la Terre à Rio en 1992. Et ces 3 conventions sont celles sur la lutte contre les désertifications, celle sur la diversité biologique et puis la convention sur le climat, la CCNUCC. L'ensemble, si vous voulez, conduit aujourd'hui à, et je vais utiliser un mot qui fait sursauter un certain nombre de nos collègues, mais je l'utilise à dessein, ça nous conduit, je crois, à avoir une vision d'une géo-ingénierie de la biomasse. Donc, encore une fois, je sais que le terme est utilisé pour tout un tas d'autres usages qui peuvent faire polémique. Je l'utilise presque, là aussi, dans un sens un peu polémique, mais je crois qu'à partir du moment où on a des programmes internationaux coordonnés qui visent à utiliser la capacité que la pousse des végétaux puisse avoir une influence sur le réchauffement climatique, eh bien, on est dans d'une certaine manière, dans une géo-ingénierie. Le GIEC s'est donc intéressé aux terres émergées. Il a réservé un rapport spécial à cet objet qui a été présenté en 2019. Un peu avant, il avait sorti un rapport spécial, là aussi, qui avait été demandé lors de la signature de l'accord de Paris en 2015, sur qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas l'objectif le plus bas de l'accord de Paris, qui est à savoir ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. Vous savez, par parenthèse, qu'on l'a dépassé en 2024. Donc, voilà, on est... alors, en fait, ce dépassement n'est pas tout à fait équivalent parce qu'il faut que ça se fasse sur un certain nombre d'années. Donc là, ça a été sur une seule année. Mais ce rapport est intéressant parce que le GIEC a fait l'exercice de résumer. Vous savez que le GIEC ne produit pas de la science, il rassemble et synthétise les connaissances scientifiques qui se sont accumulées depuis les précédents rapports. Et pour permettre d'avoir une visualisation de cette accumulation de connaissances scientifiques au cours des années qui précédaient ce rapport, le GIEC avait formalisé 4 scénarios qui permettaient de respecter l'objectif retenu à Rio de 1,5 degré à 2 degrés Celsius à 2100, à ne pas être dépassé. Et dans ces 4 trajectoires qui permettent de limiter la hausse à 1,5 degré, il faut avant tout, c'est la première des choses, et c'est une répétition qu'on ne fera jamais suffisamment, il faut d'abord réduire drastiquement les émissions. C'est-à-dire on ne récupérera jamais avec des puits de carbone l'excès d'émissions utilisées pour produire de l'électricité ou pour les transports, puisque la France, c'est le domaine des transports dans lequel elle est le plus émettrice de CO2 et de gaz à effet de serre en général, ou même dans l'agriculture. Donc, première des choses, il faut que on réduise, on continue à faire de gros efforts, difficiles, coûteux également, pour réduire les émissions de CO2. Il faut s'attacher à sortir du charbon partout où le charbon est massivement utilisé, donc dans la production d'électricité, sauf en France, mais également pour la production d'acier. Il faut réduire la consommation de pétrole, la combustion de pétrole et celle de gaz. Et cela demandera, pour avoir une continuation disons, de bienfaits, de bien-être pour l'ensemble de l'humanité, une croissance accrue du nucléaire
et une utilisation accrue aussi de la biomasse. Donc, on revient à notre sujet précédent. Et ces trajectoires, elles supposent en outre une élimination active du dioxyde de carbone dans des puits de CO2. Et pour cela, mobiliser l'agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres. Et pour les trois dernières trajectoires ou scénarios que le GIEC avait proposés dans ce rapport, en outre, il allait falloir faire de la séquestration en couche géologique profonde, ce qu'on appelle capture et séquestration du carbone en sous-sol, et parfois avec l'utilisation de la végétation pour capturer dans la végétation, et puis on fait de l'énergie avec cette végétation. On capture le carbone à la sortie de la combustion de cette énergie carbonée et on le séquestre en sous-sol. Donc vous voyez, si ce n'est pas de la géo-ingénierie, je me demande bien ce que ça peut être. Alors, autre instrument également pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est utiliser davantage la biomasse en substitution des utilisations qui nécessitaient auparavant et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, du carbone fossile. Donc vous voyez là des images de construction en bois, du mobilier en papier, ou bien ce dont on parle de plus en plus et qu'on utilise d'ailleurs dès à présent dans nos pays, des biocarburants. Alors, les rapports dont je vous ai déjà parlé, et je continue à vous en parler, ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont évoqué dans ces scénarios le fait d'utiliser concrètement la biomasse et la capture par la photosynthèse. Et dans l'un des scénarios, celui qui est le plus ambitieux à cet égard, il est proposé de boiser ou reboiser jusqu'à 10 millions de kilomètres carrés. 10 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment beaucoup, quoi. C'est 1000 millions d'hectares. C'est 20 fois la France. À 1000 arbres. À 1000 arbres par hectare, ben, vous voyez que c'est 1000 milliards d'arbres à planter ou replanter. Et 1000 milliards d'arbres, c'est aussi ce sur quoi a insisté une équipe de recherche de l'Institut fédéral suisse de technologie pour dire, en utilisant la plantation d'arbres, c'est la manière la plus efficace et la plus abordable, c'est important, c'est-à-dire la moins coûteuse en effort ou en argent, pour combattre le réchauffement planétaire. Et donc, là aussi, ils sont sur les mêmes chiffres et ils vont un cran plus loin en précisant cartographiquement là où on peut le faire sans supprimer les terres agricoles, sans détruire les villes et planter à la place des villes. Donc, en disant, voilà, il y a des espaces et on peut le faire, y compris en Europe. Et on a également la même cartographie sur le site que je vous ai mentionné à la slide précédente pour l'ensemble des terres émergées. Alors, ceci étant, ce n'est pas resté sans intéresser et sans impliquer les instances, notamment internationales, européennes ou françaises, et on a, avec l'évolution des forêts, comme je vous l'ai dit précédemment, un dispositif qui peut aider à la mise en œuvre des 3 grandes conventions signées à Rio. Et dans le système ONU, c'est la FAO qui est chargée du secteur des forêts. L'Union européenne, dans le cadre du pacte vert de la précédente commission, déjà présidée par Madame de der Leyen, une stratégie pour la forêt a été déployée avec un horizon de 2030. Et puis par ailleurs, le règlement européen a été mise en place pour éviter la déforestation et la dégradation des importations que pouvait faire l'Europe dans des pays tiers. Et enfin, la politique agricole commune encourage les diverses formes d'agroforesterie. En France aussi, on a une politique forestière, ce qui est normal puisque les politiques forestières restent du domaine
de chacun des pays de l'Union européenne. Et des aides PAC peuvent être orientées région par région pour développer l'agroforesterie. Alors, ceci étant, pour rester un tout petit peu sur le territoire national, la possibilité de capturer du carbone dans la biomasse a été regardée sur l'aspect sol, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, je ne suis pas resté assez longtemps là-dessus, sur le schéma des réservoirs de carbone dans lequel le cycle du carbone circule, mais on a une quantité de carbone stockée dans les sols qui est grossièrement 3 fois celle qui est stockée dans la biomasse vivante. Et donc, la quantité de carbone dans les sols, c'est un élément essentiel. Et l'INRAE, en 2021, a rendu une étude collective sur les possibilités d'augmenter ce stockage du carbone dans les sols, un petit peu dans la perspective qu'avait fixé Stéphane Le Foll lorsqu'il avait proposé le programme 4 pour 1. Et dans les sols, dans l'Hexagone, le potentiel le plus important, c'est dans la modification, une évolution des pratiques culturales de grandes cultures. C'est là où il y a le plus grand potentiel. Le deuxième étant quand même dans l'agroforesterie intraparcellaire. Et sur ce dernier point, ça justifie, à mon avis, compte tenu des co-bénéfices de davantage d'arbres, y compris au milieu de l'agriculture, avec le microclimat que cela peut aider à avoir, la contribution à un maintien ou une augmentation de la biodiversité, la participation au paysage. Ça justifie qu'il y ait des aides. Du reste, il y a aujourd'hui des aides pour le développement de l'agroforesterie. On peut évidemment s'inquiéter des contraintes budgétaires qui aujourd'hui règnent sur la France et qui font peser une incertitude sur les possibilités de la poursuite de ces appuis. C'est pour ça que je peux me permettre de faire derrière la promotion d'une association qui, au moins en France métropolitaine, travaille surtout à des projets et contribue à des financements qui touchent des projets d'agroforesterie. Il s'agit d'une association encore relativement récente, mais enfin 7-8 ans, ça commence à être déjà une certaine expérience, et qui, grâce à des donateurs, à vous, à moi, à tous, à des mécènes, permet de financer des projets qui lui sont présentés et qui sont sélectionnés par un comité scientifique qui est indépendant de son conseil d'administration, c'est-à-dire que c'est lui qui décide si tel ou tel projet peut entrer sur la plateforme ou non, et qui donc a retenu jusqu'à présent une soixantaine de projets pour 1 million d'arbres déjà plantés, et à la fin de la réalisation des projets en cours pour 1 million 3, c'était à la fin 2023. Je n'ai pas encore les chiffres de la fin 2024, mais ils seront certainement, évidemment, en hausse. Je vous ai donné, pour illustrer que chaque fois ce sont des arbres qui sont dans des territoires particuliers, quelques illustrations. Donc, la moitié des 60 projets se trouvent en France métropolitaine, mais l'autre moitié, c'est dans le vaste monde. Vous avez en plein milieu la carte des différents projets soutenus par Tree4You. Il y en a notamment, là j'ai illustré à gauche, en haut, avec des projets qui se trouvent au Togo. Et puis, vous avez 3 projets qui se réalisent en France et qui, je vais un tout petit peu commenter parce qu'ils sont intéressants dans la mesure… J'arrive au bout, c'est ça, Constant? J'arrive au bout, alors je commente rapidement. Donc, il s'agit de voir comment, avec des vignes, on peut avoir des plantations qui améliorent globalement la production et qui apportent des co-bénéfices. En bas à gauche, vous avez un projet, là aussi, d'agroforesterie, mais en vue d'une production mellifère. Et à droite en bas, en Provence, un projet qui va articuler donc agroforesterie et production de plantes aromatiques et médicinales dans les Alpes de Haute-Provence. Je crois que j'ai presque fini. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Chacun Oui, peut y voilà. participer. Et donc, oui, voilà. Évidemment, je ne peux que vous encourager à rejoindre Tree4You.
et je vous remercie de votre attention. Voilà, bah écoutez, au nom de tous, je remercie André-Jean Guérin. Hein, vous avez vu la qualité et la précision des éléments. Hein. Tous ces éléments-là vous seront destinés, ils seront sur nos sites Internet des trois partenaires de voyage au cœur du vivant. Alors, j'ai quelques clés quand même à demander à André-Jean. La première, André-Jean, première clé, c'est quand même la photosynthèse, son rendement. Alors, est-ce qu'on a des questions pour les réponses pour dire on est capable d'augmenter le rendement du végétal ou pas? Mon co-auteur, Paul Matisse, qui est un spécialiste de la photosynthèse, qui a travaillé sur ce sujet au commissariat à l'énergie atomique pendant toute sa carrière, pourrait certainement beaucoup mieux répondre que moi. Je crois que l'augmentation, alors déjà, on sait qu'il y a des différences d'efficacité entre les plantes en C3, les plantes C'est en C4. exactement. Voilà, les C4 sont un peu plus efficaces, le maïs en fait partie. Et sont un peu plus efficaces dans la transformation. Mais c'est quand même des mécanismes fondamentaux qui se déroulent au sein même des cellules végétales. Je ne suis pas sûr qu'on puisse espérer aller beaucoup plus loin rapidement. Ce n'est pas une manipulation génétique qui va permettre la chose. On peut sans doute utiliser des améliorations génétiques dans d'autres voies, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse espérer gagner beaucoup sur le rendement du processus de photosynthèse. Deuxième clé, c'est comment on accroît la biomasse. Et la biomasse, on voit quand même que pâture aux forêts, on capte autant de carbone, mais est-ce qu'elles ont les mêmes conséquences? Est-ce que tu peux préciser? Oui, c'est-à-dire que quand je prends une pâture, Oui. En termes de captage de carbone, ça capte autant qu'un hectare de forêt. Oui, ou qu'un champ de Hein, blé. ou qu'un champ de blé. Oui. Hein, mais pourquoi faut-il privilégier forêt? Il ne faut pas forcément privilégier forêt. Les deux, pâture et forêt ou champs cultivés, ont une capacité à capter l'énergie solaire à peu près équivalente. En revanche, ils n'en stockent pas de la même façon, notamment dans le sol. Hein. On a vu le sol 3 fois la quantité de carbone que celle qui est dans la végétation. Et donc, il y a un enjeu de capture dans le sol. C'est à peu près équivalent pour les pâtures et la forêt. Et ils sont à saturation presque. C'est pour ça que l'étude INRA de 2021 considère que c'est plutôt dans les cultures qu'on peut améliorer la capture dans les sols, parce qu'on a beaucoup consommé d'humus dans les pratiques culturales de l'agriculture des dernières décennies. Et donc, on a beaucoup réduit la quantité de carbone de ces sols-là. En revanche, en forêt ou dans les prairies permanentes, il y a un stock de carbone qui est quasiment à son optimum et à son maximum. Et donc, c'est pour ça que l'étude INRA dit si on veut faire des efforts, il faut le faire sur les terres cultivées de grandes cultures. Alors, troisième clé, c'est l'arbre. Tu as dit 10 millions de kilomètres carrés. Alors, j'ai compté que ça faisait 20 fois le territoire de la France. Oui, il faut les trouver. Alors, il faut les trouver, mais surtout, forêt, c'est aujourd'hui, on voit scolite dans le Jura avec épicéa, on voit, il y a eu la graphiose de l'orme, on voit des maladies qui apparaissent, ce soit sur le buis ou autre, des maladies qui apparaissent en Écosse, en Corse et dans le sud de la France. Une forêt quand même qui peut être malade, d'une part, une forêt qu'on voit dévastée, qu'on voit déforestée, bon, le Brésil, mais aussi on voit les incendies géants, on voit les tempêtes. Alors on va dire que c'est peut-être des effets aussi du climat, mais voilà, quelle forêt, comment les développer? Eh ben, c'est une interrogation qui reste très prégnante, qui pèse sur les incertitudes des différents scénarios qu'on peut avoir. J'ai tendance, pour ma part, à considérer que c'est une incertitude qui plaide, et c'est une des conclusions d'un rapport qui avait été confié
à 3 conseils généraux, celui de l'agriculture, de l'environnement et de l'industrie en 2013, une des conclusions, c'était que, attention à ne pas prolonger de façon volontaire la durée des forêts avant leur exploitation, parce qu'on augmente d'autant le risque, effectivement, de maladie, le risque d'incendie, et au détriment d'une utilisation qu'on pourrait avoir des produits de la forêt, du bois notamment. Ça, c'est une première suggestion derrière cette question. La deuxième, c'est que il y a des travaux qui sont faits conjointement par l'INRAE, le Conseil national de la propriété forestière. Je ne parle que de la France, il doit y en avoir également dans d'autres pays. Donc l'INRAE, Conseil national de la propriété forestière et Office national des forêts, pour tester en quelque sorte les capacités des différentes essences, des différentes espèces, qu'elles soient déjà présentes dans le territoire métropolitain ou qu'on puisse éventuellement les faire venir, comme au 19e siècle, le cèdre de l'Atlas ou le cèdre du Liban, pour voir si elles ne seraient pas mieux adaptées aux évolutions attendues du climat, de la sécheresse, de la pluviosité, etc. Donc, faire des travaux qui seront sans regret, parce qu'ils permettront de savoir quelles sont les essences qui seront les mieux adaptées aux évolutions qu'on attend. Et puis enfin, et ça touche là à la possibilité d'éventuellement de faire des manipulations génétiques, c'est essayer d'avoir des arbres, par exemple, des végétaux en général, mais des arbres, c'est plus compliqué parce que chaque fois, le cycle végétatif est de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, mais des arbres qui seraient plus résistants à la sécheresse, plus résistants à des zones un peu plus saumâtres, par exemple, si on prend aussi en compte de remontée du niveau des mers, et donc la possibilité d'avoir des arbres, y compris à ces basses altitudes, etc. Donc voilà les outils dont on dispose. Ça ne veut pas dire qu'on trouvera la solution. Mais alors, pour revenir sur les maladies qu'on voit se répandre aujourd'hui, notamment dans les forêts, je crois que ça plaide pour maintien, autant que faire se peut, d'une diversité biologique des arbres eux-mêmes, mais aussi des autres plantes et surtout des animaux qui les accompagnent, insectes notamment, de façon à avoir une réduction des risques. Si on regarde le scolite pour le Jura, bon, effectivement, c'est un type d'arbre, mais on s'aperçoit aussi que ça intervient aussi après des années de sécheresse dans ce massif jurassien. Donc, c'est l'effet aussi climat végétal qui rend aussi les végétaux plus sensibles. On peut retenir quand même que, regardons un peu la nature, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous instruit comme arbres résistants. Elle nous donne aussi comme orientation la diversité. Oui, absolument. Et alors, il y a un débat qui revient dans les questions posées, et merci aux nombreuses questions posées. C'est en même temps qu'on a vraiment cette volonté de diversité, cette volonté de replanter, on a des déforestations massives, qu'elle soit dans le sous-continent asiatique, qu'elle soit en Amérique du Sud, qu'elle soit dans d'autres régions du monde, et même en France. On dit que le Haut Conseil du climat dit que 2500 km de haies encore détruites en France par an. Alors, effectivement, malgré des plantations qui peuvent être aidées pour de l'agroforesterie, on reste aujourd'hui en France avec une diminution, une réduction, je n'avais pas les chiffres en tête, merci de les avoir donnés, du nombre et du kilométrage de haies. Alors, les tendances à l'échelle mondiale sont toujours malheureusement dans une réduction, enfin une certaine déforestation, mais c'est une déforestation dont la vitesse a sensiblement diminué d'ores et déjà. On a pu observer, y compris depuis les images satellites ou a fortiori aériennes, des zones qui ont été effectivement reboisées. Et évidemment, on peut citer notamment ce qu'a pu réaliser la Chine
aux confins de sa partie nord avec le désert de Gobi, dans lequel des milliers d'hectares ont été plantés, et ça se voit depuis le ciel, quoi. Donc, les choses évoluent parce que, notamment, et je mentionne à nouveau la prise de conscience internationale à travers des discussions, à travers les COP, les conférences des parties, des différentes accords sortis de Rio, notamment celui sur la biodiversité, celui sur le climat et même celui sur la lutte contre la désertification, pour que la conscience soit prise de plus en plus de l'importance de garder des zones végétalisées, et notamment végétalisées avec des arbres. Alors, parfois aussi des réponses, j'ai dit locales, tu l'as cité, aussi sur la diversité de ce qu'on voit à l'échelle du monde. Mais la recherche, si je prends l'orme contre la graphiose, l'INRAE aujourd'hui a trouvé un orme qui résiste à la graphiose. Alors, on a aussi une diversité de comportements dans nos végétaux. Donc, peut-être aussi qu'on a des réponses par la recherche. Certainement, je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, on peut même aller jusqu'à peut-être imaginer des modifications génétiques qui puissent donner des résistances, donner des capacités à s'adapter à des évolutions, notamment sur les durées de sécheresse, transférer. On connaît des arbres, par exemple, qui sont résistants à de longues périodes de sécheresse. Moi, je suis méditerranéen. Le pin d'Alep, bon, ben, s'il n'y a pas d'eau pendant l'été, il ne va pas en souffrir massivement. Est-ce qu'il y a l'utilisation possible de cette capacité pour d'autres arbres par tels outils? L'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus, il pousse quand même vraiment beaucoup mieux quand il a de l'eau. Mais peut-être qu'il peut résister, même s'il n'y en a pas. Là où on va faire beaucoup de pâte à papier avec de l'eucalyptus, on utilise quand même des terrains qui sont plutôt alimentaires. Alors, quand on voit les usages, euh, l'arbre, pour le garder, on voit un peu dans les constructions, on le voit dans des matériaux. Aujourd'hui, fait-on suffisamment pour que l'arbre soit dans nos usages durables? Alors, si on parle de la France métropolitaine, on n'avait pas, comme dans plusieurs pays latins, l'habitude de construire en bois. En revanche, les pays du nord de l'Europe, ou bien le Canada, les États-Unis, ont construit beaucoup en bois. Aujourd'hui, on sait construire, y compris par rapport aux normes incendies, des immeubles entiers de 10, 20, voire pourquoi pas encore davantage d'étages en bois, structure, et donc avec des immeubles de cette nature en bois, il est clair que, alors, il y a d'autres avantages, hein, en dehors du fait que ça conserve du carbone, c'est aussi une ambiance de vie qui est différente, c'est aussi la possibilité de faire une construction rapide, c'est aussi la possibilité de faire des constructions légères qui peuvent être implantées sur des dalles, par exemple. C'est ce qui a été choisi, notamment à Paris, pour des constructions bois qui sont sur des zones qui enjambent le périphérique, par exemple. Donc, il y a d'autres avantages à la construction bois, mais il n'y a pas de doute que l'un de ces avantages, c'est de garder du carbone pendant des décennies, voire davantage. Quand on voit l'action établissement public, quand on voit les communes, les communautés de communes, les villes, on peut dire quand même qu'il y a plutôt de sensibilité en France à replanter. Oui, non? Oui, et je crois que le plan gouvernemental qui prévoit de planter 1 milliard d'arbres en est aussi un témoignage. Voilà. Et alors, en Europe et hors de l'Europe, c'est la même chose? On a cette même acceptation, Alors, acceptabilité il faut une connaissance sociale? suffisante, alors, de façon plus large sur les questions environnementales, dont le climat. Je crois qu'il y a une sensibilité, enfin, une prise de conscience qui est à l'échelle mondiale aujourd'hui. Oui, il y a bien un changement climatique, oui, ça pose des problèmes d'évolution, même si s'apprêtent à siéger à la Maison-Blanche des personnages qui font
montre d'une certaine distance par rapport à ces questions. Mais sur la nécessité de planter, puisque c'est la question, je ne saurais pas te répondre parce qu'il faudrait des enquêtes dont je n'ai pas connaissance, je ne sais pas si elles ont été conduites. En même temps, on voit que la nature quand même s'adapte, hein. J'étais DDA dans l'Oise et Natura 2000, il y avait des endroits, il y avait encore de la végétation alpine. Je suppose que dans le sud, il doit y avoir des endroits où il doit y avoir des végétations presque océaniques, où des végétaux vont résister. Alors la question, c'est, voilà, est-ce qu'il vaut mieux regarder bien la nature? Ou est-ce qu'il faut quand même que la recherche nous aide parce qu'on est quand même dans une certaine vitesse d'évolution? Même la recherche doit commencer par regarder bien la nature. Ça, Bon, c'est clair. On ne peut éventuellement développer que ce que l'on connaît déjà avec précision. La recherche regarde la nature. Il faut dire voilà. que les gens de l'INRAE, ils connaissent la nature. Voilà. Ils la connaissent dans son intimité même. J'ai essayé de reprendre un certain nombre de questions posées et vous vraiment remercie nos participants à ce voyage au cœur des vivants. Je reprendrai peut-être une expression pour reprendre notre débat à l'instant, c'est que c'est pas moi, hein, c'est un grand dessinateur de la Renaissance qui disait observe la nature, là est la solution, mais peut-être que la solution justement par là peut apporter une réponse au climat. J'ai pas abordé les haies, j'ai pas abordé l'agroforesterie parce que c'est vraiment les deux questions qui seront posées la fois prochaine à tous nos participants à cet agro-webinaire. Hein, nous aurons Christian Duprat qui nous parlera, il est président de l'Union internationale pour l'agroforesterie. Et Christian Duprat se fera un plaisir de vous exposer ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter. Claudine Tenaille, avec sa consoeur de l'INRAE, nous parlera de la gestion agricole du paysage et les multifonctions, notamment de l'arbre dans les haies, dans les fossés, etc., des talus. Hein, donc, on aura deux chercheurs hein, qui, après l'exposé, la présentation d'André-Jean Guérin, hein, sauront nous apporter quelques éléments d'analyse et la dernière séquence qu'on aura le 28 janvier portera sur quelques éléments de réponse, dont Tree for You, que André Jean a présenté. Merci André Jean, merci à vous tous et à la semaine prochaine.